Tout commence par une disparition banale en apparence, un matin comme les autres. Une femme quitte son domicile pour régler une affaire d'argent. Elle ne revient jamais. Très vite, les silences remplacent les messages, les incohérences s'accumulent et les versions ne collent plus. Derrière une amitié, en apparence solide, des mensonges, de l'argent disparu et des comportements troublants commencent à émerger. À Pensacola, en Floride, une enquête s'ouvre et révèle peu à peu une histoire bien plus sombre qu'un simple différend financier. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire où la confiance devient une arme et où chaque détail compte. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Le 8 septembre 2017, Taylor Wright a 33 ans. Elle est détective privée depuis peu, elle est fraîchement séparée de son mari et elle savoure un moment de stabilité auprès de sa compagne, Cassandra Waller. Les deux femmes viennent de s'installer sous le même toit. Et malgré l'ombre persistante d'un divorce éprouvant, leur quotidien semble enfin s'apaiser. Ce matin-là, rien ne laisse présager la suite. Taylor sort de la maison pour retrouver un ami, s'accorder une parenthèse, souffler quelques heures loin des tensions accumulées. Un geste totalement banal et anodin, mais qui enclenche pourtant une chaîne d'événements irréversibles. C'est à Pensacola en Floride que cette histoire prend une tournure dramatique. Taylor est née le 23 avril 1984. À 19 ans, elle rencontre Jeff Wright. Leur relation se construit sur des élans passionnés, mais aussi sur des conflits répétés. Et malgré ces turbulences, leur attachement demeure fort. Et 3 ans plus tard, ils se marient. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Caroline du Nord en 2008, Taylor a intégré les forces de police de Jacksonville en Caroline du Nord. Un choix de carrière qui façonne son caractère et son rapport à l'autorité. En 2011, le couple a accueilli un fils. Un événement censé les rapprocher, mais qui accentue au fil du temps les fractures déjà présentes. Les responsabilités, la fatigue, les désaccords quotidiens érodent leur équilibre. En 2015, ils engagent une procédure de divorce, longue et conflictuelle. Jeff a soupçonné Taylor d'entretenir une relation extra-conjugale. Et peu après, Taylor quitte la Caroline du Nord et elle s'installe à Pensacola où elle vit avec Cassandra, ce qui confirme aux yeux de Jeff ce qu'il redoutait déjà. Le divorce devient rapidement un champ de bataille. Aucun terrain d'entente n'émerge concernant leur fils et les tensions financières attisent davantage le conflit. À cette période, Taylor ne porte plus d'uniforme. Elle a démissionné de la police et elle s'est reconvertie en détective privé. Cette nouvelle activité nourrit une obsession croissante pour son ex-mari. Elle le suit, elle surveille ses déplacements, notamment lorsqu'il vient chercher leur enfant. Ses agissements lui ont valu plusieurs arrestations. Des épisodes qui ont durablement terni sa crédibilité professionnelle. 2016, Jeff obtient la garde exclusive de leur fils. Une décision judiciaire qui a blessé Taylor et qui a renforcé son sentiment d'injustice. Elle veut pas s'incliner et elle engage aussitôt des nouvelles démarches juridiques destinées à reprendre le contrôle. À l'approche de 2017, au mois de septembre, les désaccords financiers atteignent un point critique. Taylor choisit de priver Jeff de tout accès à leur argent commun. En violation directe d'une ordonnance du tribunal, elle a retiré 100 000 $ du compte partagé des fonds destinés au versement de la pension alimentaire. Et plutôt que de respecter l'obligation, elle disperse l'argent, elle le confie à plusieurs proches pour ce qu'elle appelle une garde temporaire. Parmi ses proches, il y a quelqu'un qui est intéressant. Ashley MacArthur, une amie rencontrée plus d'1 an auparavant. Leur relation s'est intensifiée avec le temps, nourrie par la confiance et la proximité. Donc Taylor lui confie 34 000 $, sans imaginer un instant les conséquences que ce choix allait entraîner. Vous l'avez compris, Taylor se débat avec une accumulation de problèmes qui l'encerclent peu à peu. La pression financière devient étouffante, et lorsqu'elle tente de récupérer l'argent confié à Ashley, la situation dégénère rapidement.
À plusieurs reprises, elle contacte son ami, elle insiste, elle réclame ce qui lui appartient. Et en face, Ashley élude, temporise, invente sans cesse de nouveaux scénarios pour gagner du temps. Une facture imprévue, un compte bloqué et une promesse vague pour bientôt. Mais les jours passent et rien ne revient. Progressivement, un doute plus sombre s'installe dans l'esprit de Tyler. Et si cet argent avait tout simplement disparu? Elle finit par perdre patience et elle exige le remboursement intégral sans délai. Et Ashley, elle ne montre aucune intention réelle de rendre les 34 000 $. Elle continue de mentir, elle continue d'esquiver, elle continue d'empiler des prétextes, comme si la vérité ne devait jamais être révélée. Mais quelle est cette vérité? Le soir du 7 septembre 2017, Tyler sort dîner avec Cassandra. Le cadre se veut calme, presque apaisant, mais l'esprit de Tyler est ailleurs. Tout au long du repas, elle laisse éclater son inquiétude. Elle parle longuement de ses dettes, de la bataille judiciaire qui se poursuit, et surtout d'Ashley. Sa voix trahit quelque chose. Pour elle, ce retard n'est pas anodin. Elle est convaincue qu'Ashley joue un double jeu, qu'elle cherche délibérément à repousser l'inévitable. Cassandra, au restaurant, elle l'écoute attentivement, elle tente de la rassurer, elle lui demande de respirer, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Elle l'encourage à croire qu'une solution reste possible, qu'il ne faut pas céder à la panique. Pourtant, au fond d'elle-même, Cassandra partage une crainte silencieuse. Cet argent, ces 34 000 $, sont peut-être déjà hors de portée. Avant la fin de la soirée, Tyler est catégorique. Elle annonce à Cassandra que le lendemain, le 8 septembre, elle voit Ashley. Cette fois, c'est plus une discussion. Elle veut récupérer son argent et mettre un terme définitif à cette situation qui menace de vraiment l'engloutir. Nous sommes donc le 8 septembre 2017 et au petit matin, l'atmosphère est étrange, presque suspendue. Cassandra se prépare pour aller travailler, comme n'importe quel autre jour. Tyler est là, encore chez elle, et rien ne laisse penser que ce sera leur dernier échange. En quittant l'appartement, Cassandra jette un regard distrait à l'extérieur et remarque une silhouette familière, Ashley, qui est assise dans sa voiture, stationnée près de l'immeuble. Elle est venue voir Taylor, pour soi-disant régler les problèmes d'argent qui empoisonnent la relation de Ashley et Taylor, mais aussi la relation de Taylor et Cassandra depuis des semaines. Cassandra embrasse Taylor, lui dit au revoir et elle s'éloigne. À cet instant précis, elle ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'elle verra sa copine en vie. Les heures passent et un malaise grandit. Au fil de la journée, Cassandra tente de joindre Taylor. Les messages ne sont plus distribués, les appels sonnent dans le vide. Ce silence soudain n'a rien d'habituel. De plus en plus inquiète, Cassandra contacte Ashley pour comprendre ce qui se passe. Et Ashley lui répond avec une explication toute faite. Tyler aurait été bouleversée, elle aurait pleuré une grande partie de la journée et aurait ressenti le besoin de s'isoler. Selon Ashley, Taylor voulait juste rester seule. Mais le comportement de Taylor devient encore plus déroutant. En fin de journée, Cassandra reçoit un message annulant leur dîner prévu le soir même. Tyler explique dans ce message qu'elle a besoin de quelques jours pour se recentrer. Mais le message sonne faux. Cassandra ressent un profond malaise. Certes, Taylor est détective privé, elle connaît les techniques pour disparaître volontairement si elle le souhaite, mais cette fois c'est différent. Son intuition lui hurle que quelque chose ne va pas. Face à cette angoisse grandissante, Cassandra contacte la police. Les agents lui conseillent alors de se rapprocher de Jeff Wright, l'ex-mari de Taylor, afin de recueillir d'éventuelles informations. Jeff lui apprend que leur fils a aussi tenté de joindre sa mère sans succès. Et il lâche une phrase lourde de sens et de sous-entendus. Selon lui, Taylor pourrait très mal réagir en apprenant que Cassandra a alerté les forces de l'ordre et elle devrait faire attention. Ces mots, ils troublent Cassandra, mais ils ne l'arrêtent pas. Elle est déterminée et elle poursuit les démarches. Elle appelle les hôpitaux, elle espère, sans trop y croire, que Taylor a été admise quelque part. Les jours passent, aucun signe de vie. Une semaine entière s'écoule dans l'attente et dans l'angoisse. Cassandra a finalement déposé un signalement officiel de disparition. Et les autorités ont ouvert une enquête. Les enquêteurs commencent par l'interroger longuement. Cassandra est la personne la plus proche de Taylor, celle qui partageait son quotidien et pouvait décrire son état d'esprit récent. La maison est fouillée de fond en comble et les policiers retrouvent les papiers d'identité de Taylor, de l'argent liquide ainsi qu'un revolver. Cassandra a expliqué que l'arme avait été achetée uniquement pour sa protection personnelle et qu'elle n'a jamais servi. Puis de toute façon, il n'y a aucun signe de lutte, il n'y a aucun indice évident dans cette maison.
Mais une question obsède les enquêteurs. Et si Taylor était partie de son plein gré? Pourquoi aurait-elle laissé derrière elle son argent, ses documents officiels et même son arme? Très bizarre. Assise dans la salle d'interrogatoire, Cassandra comprend soudain la situation. Aux yeux de la police, elle pourrait désormais être perçue comme une suspecte potentielle. Mais malgré cette pression, elle coopère pleinement. Elle est convaincue que la vérité finira par émerger. Une fois les déclarations vérifiées, celles de Cassandra, les enquêteurs réorientent leur enquête et leurs recherches vers deux figures centrales de la vie de Taylor, Jeff Wright et Ashley McArthur. Compte tenu des conflits liés à la garde de l'enfant et des tensions financières extrêmes, l'implication possible de Jeff semble assez crédible dans un premier temps. Mais cette piste, elle s'effondre très vite. Jeff se trouvait en Caroline du Nord au moment de la disparition de Taylor, donc c'est impossible. À partir de là, une seule personne reste véritablement dans le viseur des autorités, Ashley McArthur. Ashley est convoquée par la police, c'est la dernière personne connue à avoir vu Taylor vivante, ou du moins quelque part. Dès les premières minutes, son attitude intrigue les enquêteurs. Elle se montre souriante, presque charmeuse, parfois même enjouée, un comportement totalement en décalage avec la gravité de la situation. Elle semble peu affectée par la disparition de celle qu'elle appelle son amie. Face aux policiers, Ashley affirme que plusieurs semaines auparavant, Taylor avait retiré 34 000 $ d'un compte bancaire partagé avec Jeff et qu'elle les lui avait confié le temps de la procédure de divorce, le temps que ça se termine. Une déclaration qui n'éclaircit pas l'affaire et qui fait que épaissir le mystère en tournant la disparition de Taylor Wright. Et donc Ashley, elle livre sa version des faits avec aplomb. Elle dit que le jour du rendez-vous, Taylor a repris l'argent, l'a rangé dans un sac de sport et elle serait repartie de son côté. Selon elle, rien dans l'attitude de Taylor ne laissait présager un danger imminent. Et elle insiste sur un point, à ses yeux, Taylor ne serait pas en difficulté, simplement fidèle à elle-même, imprévisible et indépendante. Face aux enquêteurs, Ashley décrit le déroulement de la journée du 8 septembre. Elle dit qu'elle est allée chercher Taylor tôt le matin, qu'ensemble elles auraient sillonné différents endroits, sans urgence particulière, avant de se rendre sur la propriété familiale des McArthur pour faire de l'équitation. Toujours selon son récit, elle serait ensuite retournée chez Ashley. C'est là que Taylor aurait pris un taxi, direction un bar, emportant avec elle l'argent et ce qui mettait fin à leur rencontre. Quand même très bizarre ces versions. Lors de son interrogatoire, Ashley dit « Je ne pense pas que Taylor soit blessée. Je pense qu'elle est comme elle est. Elle a toujours été dure, toujours sur la défensive. Elle portait des armes, des couteaux, des pistolets. Peu importe. » Elle affirme n'avoir ni vu ni entendu parler de Taylor après son départ supposé en taxi, tout en assurant qu'elle a tenté de la joindre à plusieurs reprises par la suite. Mais très vite, le discours d'Ashley commence à se fissurer. Les enquêteurs passent au crible les échanges de messages entre elle et Taylor, et les conversations racontent autre chose. Des semaines de discussions tendues, des demandes insistantes de remboursement, une succession d'excuses de la part d'Ashley pour retarder l'échéance. Chaque message renforce l'idée d'un conflit qui était là, bien plus grave que ce qu'elle admet. Les policiers vérifient ensuite un élément clé dans son témoignage, le trajet en taxi. Les vérifications sont effectuées et aucune course n'a été enregistrée ce jour-là, à l'heure indiquée. Pas de traces, pas de chauffeur, pas de reçu, pas de déplacement confirmé, ça devient de plus en plus bizarre. À mesure que les contradictions s'accumulent, la méfiance grandit. Les détectives sentent qu'Ashley ne dit pas tout. Pourtant, à ce stade, les preuves sont insuffisantes pour l'inculper. Elle est donc relâchée, mais elle reste dans le radar des enquêteurs. Fait troublant, elle continue de les contacter presque tous les jours. Elle demande des nouvelles de l'enquête, elle s'informe des avancées, comme si elle voulait garder le contrôle sur la situation. Moi je suis désolé, mais je trouve que c'est bizarre, et c'est d'ailleurs un comportement qui interpelle profondément. Surtout venant de quelqu'un qui prétend que Taylor va bien. Elle arrête pas de dire oui, elle est juste comme ça, elle est imprévisible, indépendante, elle est certainement partie avec l'argent, mais en même temps tu t'inquiètes à ce point en se disant bon vas-y on veut savoir les nouvelles. Très bizarre. Ashley se montre même encore coopérative, elle rappelle les policiers, elle veut ajouter des détails, elle évoque des individus louches que Taylor aurait fréquentés, mais en fait, l'aide constante qu'elle semble donner, ça fait que renforcer la vigilance des enquêteurs à son égard. Il y a quelque chose qui est très bizarre, c'est que pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça, tu vois? Et pour eux, Ashley devrait encore 34 000 $ à Taylor, et on sait qu'il y a des crimes qui ont été commis pour bien moins que ça. Et peu à peu, un sombre scénario s'impose. Les enquêteurs envisagent qu'Ashley ait pu vouloir faire taire Taylor
pour éviter qu'elle rende l'argent. Peut-être que la somme n'existe plus. Peut-être que la peur d'être exposée a pris le dessus. Et son attitude correspond à cette hypothèse. Des versions qui évoluent, des réponses floues, des tentatives constantes de détourner l'attention. La piste d'Ashley, elle est quand même assez alarmante. Ah, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais c'est pas une civile ordinaire, c'est une ancienne technicienne de scène de crime. Elle connaît les procédures, elle sait comment effacer des traces, elle sait comment manipuler un environnement pour brouiller les pistes, et à ça vous ajoutez son mari, Zachary, qui est un ancien adjoint du shérif. En gros, Ashley, elle a évolué dans un cercle où les rouages des forces de l'ordre ne sont vraiment pas un mystère pour elle. Taylor Wright a été officiellement déclarée disparue le 14 septembre 2017. Les jours ont passé, les semaines, et il n'y a toujours pas de trace d'elle. En octobre, Ashley est de nouveau convoquée pour une seconde série de questions. Cette fois, les enquêteurs perçoivent immédiatement un changement radical. Ashley, autrefois détendue et presque insouciante, elle est aujourd'hui crispée, nerveuse, sur la défensive. Elle semble comprendre que cette nouvelle convocation n'est pas anodine. Elle a raison. Les policiers ont avancé, ils ont obtenu l'accès au relevé téléphonique de Taylor. Les données ont été analysées minutieusement et les enquêteurs ont découvert pas mal de choses, notamment à travers des enregistrements. Et ces enregistrements ont commencé à faire effondrer pièce par pièce le récit d'Ashley. Les analyses des données téléphoniques ont fait l'effet d'un électrochoc. Les déplacements réels de Taylor et d'Ashley, enregistrés par les antennes relais, ne correspondent pas au récit livré par Ashley lors de ses premiers interrogatoires. Les lieux qu'elle a mentionnés ne coïncident ni avec les horaires, ni avec les zones géographiques relevées. Et à partir de là, les doutes n'est plus permis. L'histoire d'Ashley, celle qu'elle raconte, ne tient pas face aux faits. Les autorités recentrent alors leur enquête presque exclusivement sur Ashley McArthur. Les enquêteurs passent au crible ses relevés bancaires, ses communications téléphoniques, ainsi que ceux de son mari Zachary. Très vite, un élément capital émerge. Le jour où Tyler est vivante pour la dernière fois, Ashley passe de nombreux appels depuis une autre propriété appartenant à la famille McArthur. La propriété se situe dans un secteur totalement différent de celui qu'elle a affirmé avoir visité avec Taylor. Les vérifications financières apportent aussi une autre révélation. Ashley a déposé sur son propre compte bancaire un chèque libellé au nom de Taylor Wright pour un montant exact de 34 000 $. Les enquêteurs ont établi que Zachary McArthur n'était pas présent dans la région au moment de la disparition, ce qui l'a écarté de toute implication immédiate. Mais pour Ashley, les taux se resserrent, dangereusement. Face à tous ces éléments, les autorités ont obtenu des mandats de perquisition pour 3 propriétés distinctes appartenant aux McArthur. Afin d'éviter toute tentative d'entrave pendant les fouilles, les détectives convoquent Ashley au poste pour un nouvel interrogatoire le jour même. Et rapidement, un point crucial a été confirmé. La signature de Tyler, qui figure sur le chèque de 34 000 $, a été falsifiée, et pour les enquêteurs, cette fraude, c'est probablement qu'une pièce d'un puzzle bien plus sombre sur ce qui est arrivé à Taylor. Assise en salle d'interrogatoire, Ashley tente de maintenir le contrôle. Pourtant, les preuves parlent d'elles-mêmes. Les données issues de son téléphone contredisent sa version, et c'est pas nécessaire d'être expert pour comprendre qu'une ancienne technicienne de scène de crime, donc quelqu'un qui connaît les méthodes policières et les failles possibles, est parfaitement capable de mentir avec assurance pendant un interrogatoire. Un représentant du bureau du shérif a confirmé qu'Ashley avait travaillé comme technicienne médico-légale entre juin et novembre 2006 avant de démissionner volontairement. Et pendant que les équipes fouillent ses propriétés, elle reste enfermée avec les enquêteurs. Et à partir de là, son attitude elle change. Elle apparaît tendue, nerveuse, ses réponses deviennent de plus en plus confuses. Et lorsqu'on lui oppose les incohérences entre ses déclarations et les preuves recueillies, elle peine à fournir des explications crédibles. Sous la pression, elle modifie une fois de plus son récit. Elle affirme maintenant que Taylor aurait pris un taxi pour aller racheter des substances illégales avant de revenir à la ferme où elles étaient. Et c'est la première fois qu'un tel détail apparaît. Les enquêteurs y prennent ce détail et lui demandent pourquoi cette information n'a jamais été mentionnée auparavant. Et Ashley, elle dit qu'elle voulait protéger la réputation de Taylor en disant que révéler une éventuelle consommation de drogue aurait pu nuire à sa carrière de détective privé. Mais cette version soulève encore plus de questions. Si Taylor était parti acheter de la drogue et n'est jamais revenu, pourquoi Ashley n'a pas alerté la police immédiatement? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas entrepris une démarche concrète pour la retrouver? Malgré les tentatives qu'elle a de se montrer inquiète, son inertie et ses contradictions la trahissent. En fait, pour les enquêteurs, c'est très clair, Ashley est une menteuse.
Elle comprend que les détectives ont identifié beaucoup de mensonges et elle met fin à l'interrogatoire et elle réclame un avocat. Et donc, elle continue de nier toute implication et les équipes de recherche fouillent la ferme MacArthur, le même lieu où les données téléphoniques ont localisé Taylor le jour de sa disparition. Matin du 19 octobre 2017. Les officiers retournent sur la propriété et cette fois ils sont accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Et cette seconde inspection change tout. Ils repèrent un trou récemment creusé, grossièrement rebouché et recouvert de béton. Et en creusant, les enquêteurs découvrent un crâne humain qui a une blessure par balle. Le reste du corps a été retrouvé dans une tombe peu profonde, dissimulé sous la terre et des débris de construction et scellé à la hâte avec du ciment. Tout indique une tentative délibérée de dissimuler quelque chose. Lors de l'exhumation, les détectives ont mis la main sur un collier identique à celui que Ashley portait sur plusieurs photos. Les analyses médico-légales ont confirmé l'impensable, les restes sont bien ceux de Taylor Wright. Le même soir, le 19 octobre 2017, Ashley MacArthur, âgée de 44 ans, est arrêtée et inculpée pour le meurtre de Taylor. Son procès s'ouvre en août 2019 dans une salle d'audience avec beaucoup de tension. Dès les déclarations liminaires, la défense tente d'imposer un doute fondamental. L'avocat d'Ashley affirme au jury qu'aucun élément relie directement sa cliente à l'homicide de Taylor. Selon lui, l'affaire elle repose que sur des suspicions, des suppositions, des interprétations. A l'inverse, l'accusation affirme que les preuves techniques, en particulier les données issues des téléphones portables et les images de vidéosurveillance, ont clairement établi le lien entre Ashley et le meurtre commis en 2017. La défense insiste sur ce qu'il présente comme une faille, l'absence de preuves matérielles. Il déclare au jury qu'aucune analyse scientifique décisive, aucun témoin direct ne permettra de démontrer la culpabilité d'Ashley au-delà du doute. On revient aussi sur la potentielle consommation de substances illégales. Et la procureure, elle a une approche différente. Pour elle, le mobile ne fait aucun doute, l'argent. Taylor, étranglé par les frais judiciaires et les paiements liés à la pension alimentaire, a multiplié les messages à Ashley pour récupérer ses fonds. Et à chaque demande, Ashley, elle a trouvé des excuses et elle a retardé. Les deux finissent par pouvoir se voir pour régler définitivement cette question et le même jour, Taylor disparaît. Quand on assemble tout ça bout à bout, nous avons une seule responsable, Ashley. Ashley avait déjà dépensé l'argent ou la majorité de l'argent et derrière l'image de cette femme mariée, je pense qu'il y avait aussi quelque chose d'autre. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'elle avait une relation secrète avec un homme qui s'appelle Brandon Betty. Les preuves financières ont montré que Ashley a utilisé l'argent pour acheter un bateau à cet amant. Je vous rappelle qu'elle était mariée. À la barre, Brandon il est venu et il témoigne. Il explique qu'Ashley lui offrait des cadeaux très coûteux sans jamais lui dire d'où venait cet argent. On a aussi les données téléphoniques, on a tout en fait qui prouve que Ashley a vraiment été, pour les preuves qu'on a, la seule responsable par rapport à tout ça. Mais c'est pas tout, parce que la procureure, elle annonce aussi la présentation d'images de vidéosurveillance qui viennent de Home Depot, un peu Brico Dépôt quoi. Ces images montrent Ashley achetant du terreau, du ciment dans les jours qui ont suivi la disparition de Taylor. Des achats qui, selon l'accusation, prennent un sens glaçant à la lumière et à la découverte. Dans la salle d'audience, le climat se fait plus lourd à mesure que les témoignages techniques s'enchaînent. Le détective prend la parole et décrit ce que les enquêteurs découvrent sur la propriété. Lorsque les restes de Tyler ont été mis à jour, c'était plus qu'un squelette, emprisonné sous plusieurs couches de terre et de béton. On a une balle qui a été retrouvée à l'arrière du crâne et son état de dégradation corporelle montrait que, on pouvait pas l'identifier, l'arme utilisée, mais qu'on pouvait au moins identifier Taylor. Et au final, on a un témoignage qui est arrivé. Le témoignage qui a tout changé. Audrey Ward, barmaid et connaissance locale, qui a appelé à témoigner. Son récit provoque un silence pesant dans la salle. Elle explique qu'Ashley s'est déjà vanté devant elle de projets visant à tuer Taylor. Audrey raconte que Ashley lui a confié envisager de provoquer une overdose en mélangeant une substance illégale très puissante dans la bière de Taylor. Et toujours selon ce témoignage, Ashley aurait affirmé que le monde serait meilleur sans elle et qu'elle n'est pas quelqu'un de bien. Plus troublant encore, Audrey rapporte une phrase qui glace le sang. Ashley aurait déclaré qu'elle était trop petite pour blesser quelqu'un physiquement et qu'elle lui tirerait dessus à la place.
Pour l'accusation, les paroles correspondent littéralement à un aveu à peine voilé par rapport à la disparition de Tyler. Mais il faut savoir qu'on a d'autres choses à reprocher à Ashley pendant ce procès. Les jurys entendent également des éléments détaillant une série de crimes financiers commis entre 2015 et 2017, alors que Ashley travaille pour l'entreprise familiale Pensacola Automatic Amusements. En gros, la société gère des jukebox et des machines de divertissement installées dans plusieurs établissements, notamment l'Aelia Cocktail Lounge et le Seville Quarter. Le fonctionnement est simple, un partage de bénéfices à part égale entre l'entreprise et les bars partenaires. Mais, selon l'accusation, Ashley détournait ce système. Elle aurait remis uniquement l'argent liquide aux établissements et elle aurait conservé pour elle tout ce qui est les paiements électroniques issus des cartes bancaires et des applications mobiles. Donc on a plein d'actes d'accusation qui sont présents et on a vraiment beaucoup de choses qui entourent Ashley. Le dossier a pris une tournure encore plus inquiétante parce qu'il y a eu un incendie. Le même jour où Ashley devait rencontrer la direction pour s'expliquer sur les fonds manquants, il y a un feu dans le bâtiment qui s'est déclaré. Un enquêteur du bureau qui gère les incendies a témoigné de foyers distincts qui ont été identifiés, un feu dans un couloir du rez-de-chaussée et l'autre dans un espace ouvert à l'étage. Et les analyses de laboratoire ont confirmé la présence de kérosène ou de carburant diesel sur les lieux. Et donc on se dit que c'est un peu bizarre quand même cette histoire d'incendie, parce que Ashley est intervenue à chaque fois pour vérifier la situation. Comme vous l'avez compris, elle avait plus d'un cadavre dans le placard. À l'issue du procès concernant les crimes financiers, on a condamné Ashley à 84 mois de prison, soit 7 ans, suivi de 3 années de probation. Une condamnation qui ne marque qu'une étape par rapport à tout ce qui s'est passé avec Taylor. Bref, l'affaire du meurtre revient au centre et le jury se retire pour délibérer. Derrière les portes closes, ils ont passé en revue les témoignages, les données et les preuves pour arriver à quelque chose. Ashley MacArthur a été reconnue coupable du meurtre au premier degré. Le verdict tombe comme un coup près. Le juge prononce la sentence. Prison à vie, assortie d'une période incompressible de 25 ans, avant toute possibilité de libération conditionnelle. Le silence est lourd dans la salle d'audience. Pour les proches de Tyler, cette décision ne ramène rien, mais elle apporte une forme de vérité et de justice. Vous pensez que c'était terminé? Ashley a fait appel. Elle a voulu tout contester parce que, encore une fois, des doutes, etc., et on n'est pas sur des preuves concrètes, mais on n'a pas retenu ses arguments. Son recours a été rejeté et ça a confirmé la validité du procès et de la condamnation. À partir de 2024, Ashley Britt MacArthur est restée incarcérée au Florida Women's Reception Center. Elle y purge sa peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une durée minimale de 25 ans obligatoire avant d'être éligible pour une éventuelle libération conditionnelle. Pour Taylor Wright, détective privé, compagne, mère et femme emportée par la trahison et la cupidité, la justice a tranché. Mais derrière les murs de la prison, cette affaire demeure le rappel brutal de la manière dont une relation fondée sur la confiance peut se transformer en tragédie irréversible.